d'un rescapé de la furie. Il laisse derrière lui 2 morts et 3 disparus. Tamsir Faye raconte ce soir le nouveau drame de Thiaroye dans ce journal. Ce plateau, Adam Lam, vice-président du groupement des armateurs industriels de la pêche. Bonsoir Monsieur Lam. Bonsoir. Je vous retrouve dès le premier chapitre de cette édition. Dans l'actualité également, l'affaire Aïda Ndiang. Dans quelle mesure la plainte contre le procureur de la République a-t-elle des chances de prospérer? Éclairage d'experts dans ce journal. Faux épilogue dans l'affaire Luc Nicolaï. Ses avocats vont interjeter rappel. Le promoteur de lutte est condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Le jugement est tombé aujourd'hui même. La mère arrache à Thiaroye 5 de ses vaillants fils pêcheurs, 2 morts, 3 disparus. Leur pirogue a chaviré dans le courant du week-end. Tamsir Faye est l'unique rescapé de cette tragédie. Voici le récit particulièrement poignant d'une sournoise mésaventure. Jafaraba Fatidjeng. C'est sur ce quai de pêche de Thiaroye-sur-Mer que Tamsir Faye et 5 autres pêcheurs avaient embarqué samedi dernier. Aujourd'hui, Tamsir est le seul rescapé des 6 pêcheurs après le chavirement de leur pirogue au large des côtes sénégalaises. Guinée. 2h et quelques. 2h moins. C'est vers 14h le dimanche qu'un bateau venant de la Guinée m'a sauvé. En ce moment, mes amis étaient tous morts. Le bateau français a intercepté mon signal de détresse. J'étais à bord. Je suis resté debout de 22h à 2h du matin. Je ne pouvais pas m'asseoir car je risquais de mourir. Ce gilet ne peut sauver personne. Pourtant, nous l'avions acheté à 5 000 francs la pièce. Au quartier Nguyen, les habitants pleurent leur fils chez la famille de Mas Gueye, l'une des victimes âgée seulement de 18 ans. L'ambiance est insoutenable. Mas Gueye était un enfant incroyable et exemplaire. Il a toujours soutenu sa famille. Son père l'a dit hier. Il a très tôt compris qu'il était soutien de famille. Il était un fils très responsable. Même décor dans la maison mortuaire de Passo et Abdoulaye Faye. Leur mère n'en revient toujours pas. C'est à l'âge de 15 ans qu'Abdoulaye a pris en charge toute sa famille. Grâce à ses revenus, il assurait la dépense quotidienne. Moi qui vous parle, je ne connais pas le chemin qui mène au marché aux poissons de Yara. Abdoulaye, le dernier des 5 à mourir, était mon meilleur ami. Nous étions inséparables. Son fils porte mon prénom et c'est vice-versa. Avant de rendre l'âme, il m'a confié que son seul regret, c'est de laisser sa mère toute seule au monde. Abdoulaye Faye, qui a laissé derrière lui une veuve et 6 bouts de bois de Dieu, ainsi que Mas Gueye, ont été enterrés hier. Quant aux 3 autres victimes, leurs corps sont toujours recherchés. Loin des regards, Tamsir pleure la mort de ses 5 amis qui ont laissé derrière eux des familles encore sous le choc. Avec moi sur ce plateau, le vice-président du groupement des armateurs industriels de la pêche au Sénégal, Adam Lam, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, ou qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce sujet que nous venons de voir? D'abord un sujet poignant, parce que nous comprenons tous un peu le désarroi des familles, et parce que c'est un drame, c'est des vies humaines, c'est des jeunes qui affrontent les dangers de jour et de nuit. Et nous en profitons pour adresser nos condoléances aux familles des disparus et à toute la profession. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important de parler de la sécurité en mer. C'est un sujet qu'il ne faut pas reléguer au second plan. Très bien, alors nous en parlerons sans doute tout à l'heure, mais le pire dans ce sujet, c'est qu'on souligne qu'ils n'ont pas tant pris de risques, ils avaient tout de même leur gilet pendant que la mer les arrachait.
Mais écoutez, je ne peux pas donner un jugement de valeur sur un gilet de sauvetage dans ces conditions-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le gilet est indispensable pour espérer survivre quand on tombe à la mer, quand on a des pépins. Donc il ne faut pas simplement partir d'un constat, d'un désastre pour quand même tout rejeter sur la nécessité de porter le gilet. Encore, je le répète, il faudrait que les pêcheurs s'habituent à mettre le gilet de sauvetage. Et si, peut-être, je ne sais pas, mais s'il y a eu un seul rescapé, c'est insuffisant, mais c'est déjà quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer d'approfondir. Mais à présent, quel gage devrait-on donner à ces pêcheurs, un gage de fiabilité de ces gilets de sauvetage? Mais je crois que les services techniques font quand même leur travail d'inspection, parce que quand même il faut voir que c'est des produits qui sont importés certes, mais quand même il y a une garantie. C'est des instruments de sauvetage qui sont vendus par des firmes, et normalement ce qui rentre dans le pays doit être homologué. Maintenant, cela pose aussi plusieurs niveaux de questionnement. Est-ce que les gilets qui sont vendus sont des gilets conformes? Je le pense réellement. D'où la nécessité justement de verrouiller aussi l'entrée de certains produits, parce qu'il y a énormément de contrefaçons, et si vous voyez que dans beaucoup de domaines, les gens luttent pour enrayer ce fléau-là, mais c'est vrai qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur le gilet de sauvetage. C'est un élément extrêmement important de la sécurité en mer. Justement, la sécurité en mer, nous en parlons. Est-ce que justement le Sénégal est suffisamment outillé pour mettre en sécurité tous ces pêcheurs artisanaux? Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine ces derniers temps. Ce qu'on peut indexer en premier, c'est d'abord le respect des consignes de sécurité. Je crois qu'on ne le dira pas suffisamment. Il faudrait que la pêche artisanale, celle qui n'a pas de gros bateaux stables pour résister à certaines tempêtes, puisse respecter les consignes de la météo. C'est pas le fait de dire je ne vais pas loin. Non, la mer, elle est dangereuse. Donc il faut respecter les consignes de sécurité. Il faudrait aussi que dans le pays, qu'on essaie d'aller un peu plus loin dans la recherche de la sécurité par des moyens de signalisation. Je crois que les gens ont des balises de détresse. Les GPS existent. Il faut qu'on aille un peu plus loin dans les embarcations de plus grande envergure, avec peut-être une sorte de radio. Il y a énormément de choses que l'on pourrait justement approfondir avec les autorités pour que la solidarité en mer puisse sauver le maximum de pêcheurs. Parce que n'oublions pas que quand même, nous avons une population de pêche artisanale qui est dynamique, qui va partout. Et c'est là où l'accent doit être mis dans la sécurité. Nous, dans nos bateaux, nous avons effectivement les moyens d'assurer notre sécurité. C'est vrai. Alors, bien entendu, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Dès que l'embarcation part en 1000 morceaux, à un moment donné, on a parlé d'une embarcation insubmersible au Sénégal. Où est-ce qu'on en est au sujet de ce projet? Mais il y a des entreprises qui ont travaillé là-dessus. Vous savez, les sujets sont assez délicats. Le premier frein dans beaucoup de choses, c'est d'abord la mentalité des gens à s'adapter aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que la pirogue en bois, mais elle doit plus être d'actualité. D'abord, c'est un sujet de déforestation, d'une part, et on a vu quand même que les limites de cette embarcation-là. Donc je crois qu'il est temps, il faut profiter de cet événement douloureux, malheureux, parce que vraiment quand on perd des marins, ça fait très 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 mal, pour essayer de faire un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de Grenelle globale de la pêche dans tous ses aspects: sécurité, surveillance, débarquement, respect des législations, une sorte de zoning, parce qu'on ne peut pas avoir un petit loto comme on dit et pouvoir aller... Les précautions de base. Il y a des précautions de base. Et ça aussi, qu'il y ait quand même aussi un peu plus de sanctions négatives quand quelqu'un enfreint la loi au risque de mettre en péril sa vie. Il y a quand même des règles de sécurité publique qui doivent s'appliquer à cette personne. Alors, en résumé, on devrait aller vers ces pirogues submersibles. Absolument, absolument. En tout cas, trouver les moyens de doter notre pêche artisanale qui est très dynamique
d'embarcations capables quand même d'une part d'assurer leur sécurité et d'autre part de gagner honnêtement leur vie. Maintenant, c'est pas simplement le fait d'avoir une pirogue insubmersible, c'est aussi d'organiser derrière l'ensemble des mesures de soutien, d'information, de sécurisation, de suivi, de pissage. Et je crois que actuellement, quand même, il y a des choses qui peuvent être faites de ce point de vue. Merci beaucoup, Adam Alam. Nous restons en mer et nous mettons le cap sur Yoff, le village traditionnel de pêcheurs de Yoff, où la sardinelle, justement, fait sa belle. Le carton est vendu au moins 27 000 francs CFA. Les revendeurs sont contraints d'unir leur bourse pour pouvoir, justement, en acheter à certaines heures même de la journée. Les clients se contentent du yaboy, mais du yaboy surgelé. Le quai de pêche. Marème Sen achetait au quotidien des caisses de sardinelles qu'elle écoulait facilement sur le marché. Aujourd'hui, la donne a changé. Même pour avoir une caisse, c'est la croix et la bannière. La caisse de la sardinelle est vendue à 27 000 francs et même 30 000, alors que dans un passé récent, on l'achetait à 10 000 francs ou moins que ça. Les camions frigorifiques vont jusqu'à Mbour ou Diwalo pour chercher le produit. C'est une longue procédure. Il faut que l'État nous aide à faire face à cette pénurie. On ne peut plus avoir la sardinelle à cause des gros bateaux qui interceptent souvent nos pêcheurs. Face à la rareté du produit, certains vendeurs se cotisent pour se payer une caisse de sardinelle. Inflation oblige. On se cotise maintenant pour acheter les caisses de la sardinelle. C'est après avoir tout écoulé qu'on rembourse nos bailleurs. Par contre, d'autres vendeurs sont au chômage forcé, faute de moyens. En ce moment, nous n'avons aucune activité. Nos étals sont vides. Vous pouvez le constater même. C'est du jamais vu. À cette heure, le lieu était très animé d'habitude. Vendeurs et revendeurs se retrouvaient pour marchander. Les clients, eux, n'ont pas le choix. Ils sont obligés de s'adapter à la loi du marché. Ici, on ne voit que la sardinelle glacée. Les 4 s'achètent à 1000 francs CFA. Actuellement, les vendeurs sont tourmentés au quai de pêche de Yoff. Des altercations de ce genre, on en voit tous les jours. L'affaire Aiden Jong à présent au crible les chances de la plainte annoncée par son pool d'avocats, les pools d'avocats de l'ex-sénatrice libérale qui a rencontré la presse hier. Une possibilité si bien entendu le procureur de la République a violé le secret de l'instruction. Le directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix qui souligne par ailleurs que Serigne Bassirou Gueye bénéficie d'un privilège de juridiction tout comme les autres magistrats d'ailleurs. Voici le professeur Samba Thiam. Les avocats peuvent poursuivre le procureur s'il viole le secret professionnel. Le secret de l'instruction renvoie à l'article 360 du Code pénal et il peut être effectivement poursuivi, mais faudrait-il qu'on caractérise la violation du secret professionnel. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui évolue énormément. Il va falloir trouver le moyen de concilier entre deux exigences. Les exigences liées à l'enquête, la nécessité de protéger la société, cette fonction formidable qu'exerce le procureur, et ensuite le respect de la personne humaine. Derrière, vous avez la présomption d'innocence. Et il y a une autre valeur également, celle que vous portez vous-même, c'est la liberté d'information. Le procureur s'adapte à l'évolution de la société, a besoin d'éclairer, de communiquer, même si la base légale comme en France n'a pas été consacrée, puisqu'en France le ministère public peut communiquer, l'article 11 le dit de manière très claire. Ici au Sénégal, il n'y a pas un texte qui lui demande, mais naturellement avec les fonctions d'investigation et puis le besoin d'informer la société, d'éclairer, de rectifier un certain nombre d'informations, informations jugées inexactes, ça peut pousser le procureur à communiquer. Mais en communiquant, il se doit également de respecter l'instruction
d'information, c'est-à-dire qu'il ne doit pas révéler des éléments objectifs qui iraient dans le sens de préjuger de la culpabilité de la personne poursuivie. Quand un magistrat commet une infraction, un délit, c'est un être humain, il n'est au-dessus de la loi. Effectivement, comme vous l'avez dit, il bénéficie d'un privilège de juridiction. C'est la Cour suprême qui doit saisir de cette question et il y a une procédure particulière. En passant par le procureur général, la Cour suprême peut être saisie. Et effectivement, comme nous, apprécier l'infraction pour laquelle ce procureur, qui derrière est un être humain, même s'il exerce une fonction régulière de la justice, il peut être poursuivi. L'affaire Luc Nicolaï, les avocats du promoteur de lutte vont interjeter rappel. Leur client a été condamné à 5 années d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Dans le jugement, la somme de 100 millions de francs CFA versée à l'hôtel Lamantin Beach, également 50 millions de francs CFA à Bertrand Touli. Compte rendu d'audience, Abdoundoy Fatima Ba. Luc Nicolaï, enfin fixé sur son sort, le tribunal de Dakar a rendu le verdict sur l'affaire Lamantin Beach. Le promoteur de lutte est condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Il lui reste 9 mois et ses avocats ne sont pas du tout contents. Nous reviendrons sans doute sur ce sujet, le compte-rendu d'audience de Fatima Ba, quand on aura raccordé la bande son bien entendu, et puis vraisemblablement du plomb dans l'aile du parti Réumi d'Idrissa Seck, la formation politique du maire de Thiès qui enregistre de nouvelles défections. Walifal et Ousmane Tchongan quittent le navire. Les départs du parti de l'ancien Premier ministre qui ne se compte plus avec les doigts de la main, d'où ce questionnement de Ali Atala. La saignée se poursuit au parti Réumi. Ousmane Tchongan et Walifal, 2 cadres de la formation politique d'Idrissa Seck, ont jeté l'éponge pour convenance personnelle. Et le choix de leur destination n'est pas encore à l'ordre du jour, selon les principaux concernés. La frustration et la léthargie au sein du parti seraient dans une certaine mesure à l'origine de la démission de l'ancien secrétaire national de la communication Ousmane Tchongan, remplacé en son temps par Nafissatou Diop, et celle de Walifal, secrétaire national chargé de la décentralisation. De l'avis de certains observateurs, les réumistes reprocheraient à leur mentor Idrissa Seck ses longues absences dans la scène politique, une situation qui bloque les activités du parti. Un exemple, la dernière rencontre du secrétariat politique du parti remonte au mois de septembre dernier, annonçant la défection de Réumi de la coalition Benno Bokk Yakaar. Après la démission de Walifal et d'Ousmane Tchongan, précédé de Nafissatou Diop et Youssou Diagne, puis la suspension des activités de Pape Diouf et Omar Gueye, et des défections pas des moindres parce qu'étant tous cadres du parti. Outre la députée Mariama Diallo qui a torpillé la constitution du groupe parlementaire de Réumi. Après tous ces départs, Idrissa Seck et ses militants vont-ils pouvoir arrêter l'hémorragie? Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les inscriptions se déroulent à pas de tortue, en dépit du protocole d'accord signé avec les autorités sénégalaises. Les étudiants se présentent à compte-gouttes pour s'acquitter de cette formalité, en tout cas jusqu'à ce matin. Tiens, Laurent Mendy, Nafissatou Silla. Les inscriptions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au ralenti. L'agence comptable est quasiment vide. Les étudiants viennent au compte-gouttes. Il n'y a pas d'affluence parce que tout simplement on vient de conclure l'accord. Jusqu'à présent, il y a une certaine résistance au niveau de certains étudiants. Par contre, il y en a qui viennent se renseigner. Les primo-entrants se sont tous inscrits. Les primo-entrants, c'est-à-dire ceux qui viennent d'avoir le bac, ils se sont tous inscrits depuis très longtemps, depuis plus de 2 mois. Il reste maintenant les autres années et les redoublants de première année qui ne se sont pas encore inscrits. Malgré la signature du protocole d'accord, beaucoup d'étudiants ne se sont pas encore inscrits. Leur colère ne s'est pas encore dissipée. On nous a imposé ça. Il ne s'agit plus d'une négociation ni d'un protocole, parce qu'une négociation ou un protocole suppose l'accord des 2 parties. Mais le ministre, finalement, avec le désaccord des étudiants, nous a imposé avec des menaces. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu, nous sommes obligés de s'inscrire. Ces étudiants de la FASTEF, eux, sont décidés, malgré la hausse des droits d'inscription, un prélèvement se fera sur leur bourse. On était venu à l'agence comptable pour déposer l'autorisation de prélèvement pour les bourses.
on nous avait demandé d'emmener cette autorisation-là pour tirer la somme de 25 000 francs sur nos bourses. De ce fait, on est venu là pour déposer. 25 000 francs, la somme arrêtée de la première à la troisième année d'études, une somme colossale pour certains, mais ils soutiennent être obligés de se soumettre à la règle. Il s'agit tout simplement d'une obligation. On nous a obligés à s'inscrire dans ces sommes. Même si on ne l'a pas, on va se débrouiller pour s'inscrire. On va se débrouiller et ne vous en faites pas, il y a des étudiants qui n'ont pas cette somme-là. Mais vu l'obligation, ils vont se débrouiller, quitte à remuer terre et ciel pour s'inscrire. Et c'est cela qu'on devait éviter. Tout le monde le constate, c'est très difficile pour un nouveau bachelier dont sa situation familiale n'est pas du tout favorable. Être loin de Dakar, c'est une charge pour moi. En fait, c'est dur. Pour l'heure, les inscriptions ne peuvent pas être effectives. Dans la quasi-totalité des facultés, les étudiants sont en session de rattrapage. Centrafrique, l'espoir renaît après l'élection de Catherine Samba Panza, l'ancienne maire de Bangui, la dame de Poigne, selon l'étiquette populaire, présidente de transition, qui appelle les milices à déposer les armes justement pour la reconstruction du pays déjà à genoux à cause des nombreuses violences sur place. Voici le portrait de la présidente par intérim, portrait de Leia Soukaina Ndiaye. Une nouvelle étape qui porte la promesse de jours meilleurs commence en Centrafrique. Lundi 20 janvier, ce n'est pas un, mais une présidente que les 135 membres du Conseil national de transition centrafricain ont élu à la présidence intérimaire du pays. À 58 ans, Catherine Samba Panza, l'actuelle maire de Bangui, est la présidente de transition centrafricaine. C'est devant son adversaire, Désiré Kolingba, fils de l'ancien président André Kolingba, que cette femme de Poigne accède au rang de chef de l'État et devient la première femme à occuper les plus hautes fonctions du pays. Née le 26 juin 1954 à N'Djamena, d'un père camerounais et d'une mère centrafricaine, femme d'affaires qui détient une entreprise de courtage en assurance, Catherine Samba Panza a su séduire les parlementaires centrafricains. Jugée impartiale dans le conflit qui oppose l'ex-rébellion de la Séléka et les milices chrétiennes anti-Balaka, celle qui a su se montrer à la hauteur de ses fonctions de maire de la capitale est une femme qui rassemble, présidente de tous les Centrafricains sans exclusive. Mère de 3 enfants et qualifiée de mère courage pour son travail à la ville de Bangui, la nouvelle présidente centrafricaine est connue pour son engagement dans la promotion des femmes et l'égalité entre les deux sexes. Parmi les promesses à tenir, celle de permettre aux centaines de milliers de déplacés de rentrer chez eux. Autre priorité de Catherine Samba Panza, c'est le désarmement et la réintégration des ex-Séléka et des milices anti-Balaka. Si son engagement pour la paix et son parcours exemplaire n'ont pas manqué d'impressionner ceux qui l'ont élu, sa neutralité face au conflit qui divise la Centrafrique est un atout pour cette femme incorruptible qui n'est affiliée à aucun parti politique. Mais la mission qui attend Catherine Samba Panza est difficile, pacifier le pays et mettre un terme aux affrontements religieux. Elle doit mieux faire que son prédécesseur, Michel Djotodia, avant la tenue d'une élection présidentielle prévue l'année prochaine. Catherine Samba Panza prend ses fonctions alors que l'Union européenne vient de donner son feu vert pour l'envoi d'un millier de soldats sur le terrain, en renfort des forces françaises et africaines déjà déployées. À présent présidente de la Centrafrique, plus qu'une ville, c'est tout un pays que Catherine Samba Panza doit maintenant diriger. Bonsoir. Bonsoir, Khalifa Diakhaté. Avec le ministre des Sports face à la presse, c'était ce matin. Mbagnick Ndiaye rassure les sportifs de Dakar. Le ministre des Sports donc annonce que les stades Demba Diop et Léopold Senghor ne seront pas fermés en même temps comme on le craignait. Toujours lors de ce point de presse, le ministre révèle la construction d'un pôle sportif à Diamniadio et la mise en place d'une fédération des sports dans les universités sénégalaises. Retenez pour la fin des travaux de réhabilitation du stade Demba Diop, 4 mois de délai donc. Toujours avec les infrastructures, le stade régional Lamine Gueye de Kaolack peut être élevé au rang de stade national car il y a de l'espace autour, mais il faudra pour cela des investissements. Écoutons à ce propos le directeur du stade Lamine Gueye. En entrant au stade, il nous avait dit
tenez bien, vous les gens de Kaolack, vous avez de la chance parce que vous avez beaucoup d'espace. Donc cela nous renvoie juste à croire que nous pouvons d'ici quelques années ériger d'autres tribunes, une tribune d'en face et deux tribunes latérales. Et pourquoi pas? Parce que vraiment, comme nous avons de l'espace et aussi vu la population de la ville qui avoisine 700 000 habitants, donc Kaolack ne peut pas se contenter d'une tribune de 1500 places. Nous parlons handball avec la Coupe d'Afrique 2014 hommes et dames à Alger avec la qualification des Lions et des Lions pour les quarts de finale. Et puis pétanque, le championnat national de sport boule a repris ses droits donc ce week-end avec une première journée organisée au boulodrome de Saldia. Aruna Diagne et la paire Sidifal Morgueil venu de Diourbel s'est distingué. Compte rendu signé Abdoulaziz Khan. C'est reparti pour une nouvelle saison de pétanque. À l'occasion de la première journée du championnat national, c'est la paire Sidifal Morgueil de Diourbel Pétanque Club qui s'est illustrée en dominant Konaté de Saint-Louis et Lamine Sow de la boule amicale thiessoise. Score 13-7. Oui, aujourd'hui nous sommes là réunis ici avec 100 joueurs présents ici. C'est l'ouverture de la saison boulistique qui a démarré ce matin avec de belles parties, de grandes équipes. Et là derrière moi se jouent maintenant les quarts de finale. Oui, 50 équipes. Bon, c'est pas beaucoup. On aurait aimé avoir plus, mais comme c'est l'ouverture de la saison, donc les gens traînent encore un peu à faire leur licence, à aller vers des clubs pour s'inscrire, s'affilier au club. Les mondiaux de pétanque qui seront organisés au mois de juillet sont aussi en ligne de mire. Pour la première journée, l'ouverture du championnat, donc le niveau était bon. Les grands jeux sont là-bas, il n'y avait que des parties difficiles. Et donc ça nous permettra aussi de relever le niveau, étant donné qu'on y prépare les prochains championnats du monde. Et donc voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce niveau de jeu. Parce qu'actuellement, on a des CNF qui sont là, des joueurs qui vivent en Europe et ils sont là. Et aussi, sur le plan du règlement aussi, on est tellement bien suivi par notre habit international, M. Cheikh Ahmad qui est là. Et donc voilà, donc nous essayons toujours de nous mettre aux normes internationales. Pour cette première, les boulistes se sont donné rendez-vous au boulodrome Aruna Diagne de Saldia pour 7 mois de compétition. On passe au football avec Sadio Mané dans ses habits de lumière. L'attaquant sénégalais a gratifié les spectateurs du match amical Bayern-Salzbourg d'une prestation donc très aboutie. L'international sénégalais qui a fait étalage de tout son talent, nous dit Cheikh Tidiane Diao face au champion d'Europe, le Bayern de Munich. Ce n'était qu'un match amical, mais la prestation de Sadio Mané face au Bayern Munich peut être qualifiée de fantastique. Les superlatifs n'ont pas manqué après la victoire des Red Bull de Salzbourg sur le champion d'Europe, champion du monde munichois. Une prestation XXL qui a séduit même Pep Guardiola. C'est d'abord à la 12e minute que l'international sénégalais, lancé en profondeur, prend le meilleur sur Dante et Martinez, avant de battre Manuel Neuer sur une frappe sèche. Quelques minutes plus tard, Dante, dépassé, fait faute sur Mané. Soriano transforme le penalty 2-0 pour le Red Bull. Le festival Sadio Mané n'est pas fini puisqu'à la 69e minute, l'international sénégalais délivre une passe décisive qui scelle le sort du match. 3-0 pour les Autrichiens face à leurs voisins bavarois. De bon augure pour Alain Giresse qui va entamer sous peu un nouveau cycle avec les Lions du Sénégal. Sadio Mané taille patron. On parle des coupes en Europe ce mardi. France, Espagne, Italie et Angleterre avec en France les 16e de finale dont Marseille-Nice. Après 5 minutes de jeu, il y avait un partout entre ces deux formations. 5 minutes de jeu. Gignac avait ouvert la marque pour Marseille à la 4e minute. Nice a répliqué 1 minute plus tard en Espagne. Le Real de Madrid en ce moment même en Coupe du Roi face à l'Espagnol de Barcelone. Il y avait 0 partout après 15 minutes de jeu alors qu'en quart de finale en Italie,
Le choc AS Rome Juventus de Turin après 27 minutes de jeu, 0 partout entre ces deux formations. La formalité pour Manchester City en ce moment face à West Ham à l'aller, il y avait 6-0 pour Manchester City. En ce moment même, 2-0 encore pour Manchester. Khalifa Diakhaté, c'était là l'essentiel pour le sport. Merci et bonne soirée sur TFM. Au revoir.